Bonjour Raquel Garrido, Bonjour. merci d'être là. Vous êtes l'une des oratrices nationales de la France Insoumise et vous êtes également chargée de porter la parole de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, comme à tous mes invités, cette question, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui Raquel Garrido? Je proposerai le regard d'un membre de l'Assemblée constituante. Voilà, je pense que le monde d'après est déjà en train de se forger et il faut se placer à ce niveau-là. Quels sont nos grands droits, nos grandes libertés, les grands principes qui nous constituent comme peuple aujourd'hui en 2017? C'est ça le regard intéressant, je crois, auquel il faut s'astreindre pour se situer correctement dans son temps. Alors après avoir réuni 130 000 personnes à Paris le 18 mars dernier, vous avez rassemblé hier 70 000 personnes sur le vieux port de Marseille et les images sont impressionnantes. Comment vous expliquez cet enthousiasme? Est-ce que vous y voyez un regain d'intérêt pour la politique ou est-ce que c'est les idées, est-ce que c'est Mélenchon et ses idées qui progressent dans le pays? Je pense que la stratégie de campagne, elle a été bien réfléchie et bien construite pour arriver à ce niveau d'engouement. La première chose a été de comprendre qu'un vieux monde s'écroulait, celui de la monarchie présidentielle, et qui avait comme principal défaut de générer, à cause de l'impunité politique qui existe textuellement dans la Constitution, des comportements peu vertueux de la part de la classe politique. Des comportements, par exemple, ne pas respecter son programme, mais qui des fois confinent au droit pénal. Ça génère du dégoût. Et on avait vu que ce dégoût, il était là dans la société et il était le principal obstacle à la transformation, puisque quand les gens s'abstiennent ou votent blanc, ça ne transforme rien. Oui, mais hier, Donc, par exemple, le propos du meeting était sur un sujet complexe que les Français entendent effectivement dans les journaux, mais le sujet, c'est pas un des sujets qui passionne le plus les Français. Quelle est la stratégie quand Jean-Luc Mélenchon parle d'enjeux internationaux, des conflits aujourd'hui, de Syrie? eh bien, euh, c'est comme je disais, c'est-à-dire vous avez une situation en ce qui concerne les institutions de fin de la légitimité, donc notre travail était en positif d'édifier la Sixième République. De la même façon en ce qui concerne la paix, nous avons tous été meurtris par les attentats, par Charlie Hebdo, par l'hypercachère. On prend sur nous, on relève la tête, on continue, on va bosser le lendemain. Mais la vérité, c'est que nous sommes un peuple meurtri par la violence et par la guerre. Et d'aucuns pensaient que cette campagne se situerait sur ces sujets de terrorisme et de sécurité, en jouant sur les peurs qui sont bien là. Et à l'inverse, on sent que cette anxiété génère un besoin de fraternité, de paix. Et là aussi, c'est très bien vu de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que plutôt que de mettre du sel sur les peurs, au contraire, il cautérise quelque chose qui est une plaie béante. La dernière fois que je crois qu'on l'a senti, c'est lorsque nous avons marché le 11 janvier, nous étions des millions en France pour marcher après Charlie Hebdo, l'hypercachère. Dans le fond, ce qui se passe dans les meetings de Mélenchon et singulièrement à Marseille, on retouche un peu de ça, cette fraternité que nous avons tous besoin de réaffirmer en mettant à proximité les uns des autres, en disant voilà, nous sommes contents d'avoir un rôle pour la paix internationale. Alors vous êtes une femme de gauche, Rachel Garrido, vous êtes engagée en politique depuis longtemps, vous avez d'ailleurs participé à la création du mouvement PRS avec Jean-Luc Mélenchon lorsque vous étiez au Parti Socialiste. Ce discours qui oppose la gauche et la droite, vous y croyez encore? Je pense pas qu'il soit très efficace. En tout cas, je le constate dans ma vie de femme engagée. Franchement, commencer une discussion avec un concitoyen en disant je suis de gauche, est-ce que tu veux pas être de gauche avec moi? C'est la pire des façons de commencer une discussion parce que ça impose d'abord de définir le mot qui aujourd'hui est. À partir du moment où même Macron se dit un peu de gauche, bon, de toute façon, c'est juste pas possible, on perd trop de temps. Et alors qu'il y a une urgence qui concerne l'urgence démocratique qui pourrait concerner tout le monde, qu'on se dise de droite, qu'on se dise de C'est ce qui gauche. fait que vous pourriez aujourd'hui convaincre, je ne sais pas, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs, un électorat plutôt conservateur ou un électorat de droite, libéral? Un électorat ou populaire de droite aussi, oui, on le constate. Moi, je le constate. Même, par exemple, dans ma profession avocat, je reçois des mails de confrères qui votaient à droite et qui s'apprêtent à voter pour Jean-Luc Mélenchon parce que, bon, rappelons quand même que François Fillon s'est fait élire sur cette promesse de probité et qu'aujourd'hui, il a beaucoup déçu. Donc, c'est l'idée du contrôle citoyen, le droit de révoquer les élus, par exemple, entre les élections, qui est une mesure phare, qui répond à cette ère de la défiance. Notre idée, c'est de passer de l'ère de la défiance à l'ère du contrôle citoyen. Et ça touche tout le monde, à partir du moment où on s'enorgueillit du titre de citoyen. Et comment vous allez convaincre aussi l'électorat de Marine Le Pen? Est-ce que c'est un des principaux enjeux aujourd'hui de cette élection? Je ne crois pas. Je crois que l'électorat de Marine Le Pen, il est assez homogène. Euh, Finalement, il a tranché. Il pense que c'est la solution xénophobe qui est la solution aux problèmes économiques. Et d'ailleurs, je constate que Marine Le Pen ne fait pas vraiment campagne. C'est-à-dire, elle prend pour elle cette thèse qui dit on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses propres dépens. Donc, elle veut en dire le moins possible en espérant que ce socle homogène qu'elle a d'électeurs soit relativement fort
par rapport à l'abstention. Je crois qu'elle doit prier tous les matins pour que l'abstention soit très forte à cette élection. Donc notre travail à nous, ce n'est pas tellement de convaincre les électeurs du FN, c'est au contraire de convaincre tous les autres, les dégoûtés et les abstentionnistes, de venir noyer littéralement l'électorat xénophobe et frontiste dans cette élection. Alors, je ne vais pas vous faire le coup des 100 premiers jours, mais tout de même, on sait à présent que l'une des premières mesures, c'est la convocation d'une constituante qui pourrait mettre 1 an avant d'accoucher d'une 6e République. Mais qu'est-ce qui va changer pour les Français dans cette première année, Raquel Garrido? Alors justement, le déclenchement du processus constituant est un processus qui doit normalement permettre à tous les citoyens, à quel niveau que ce soit, de venir participer à cette grande délibération. Ça implique d'abord de sortir de la misère. On ne peut pas correctement participer à une grande délibération citoyenne si on est face à des problématiques quotidiennes de misère. Donc, évidemment que la garantie dignité, par exemple, qui fait passer tous les minima sociaux au-dessus du seuil de pauvreté, l'augmentation du SMIC, la mise en place d'une limitation de salaire de 1 à 20 dans l'entreprise. Tout ça, dès la première année, c'est mis en place. Il faut le mettre tout de suite, ce sont des mesures d'urgence pour que justement les Français relèvent la tête, respirent un peu et puissent justement, y compris dans la classe la plus populaire, venir s'insérer dans la délibération constituante. Alors ce week-end, Jean-Luc Mélenchon, invité de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, a évoqué le nom d'Arnaud Montebourg comme étant un personnage clé, un personnage auquel il pourrait faire appel justement. Je sais que vous ne demandez rien à personne, mais est-ce qu'on peut s'attendre à des appels à rejoindre Jean-Luc Mélenchon parmi les soutiens de Benoît Hamon dans les prochaines semaines? La question, elle se pose légitimement, je crois, parmi les proches de Benoît Hamon. Et quand je dis proche de Benoît Hamon, je ne dis pas Parti socialiste, parce qu'on voit bien que le Parti socialiste aujourd'hui a un comportement absolument ignoble vis-à-vis de Benoît Hamon. Encore dernièrement, Jean-Christophe Cambadélis qui parle d'alliance possible au niveau des législatives au Parlement avec Macron. Enfin, donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui un proche de Hamon? Je pense que c'est quelqu'un qui a voté à la primaire pour Chassé-Valls, qui a cru en cette promesse de se débarrasser des auteurs du bilan de Hollande et qui aujourd'hui peut-être se dit et pense peut-être que Benoît Hamon pourrait rentrer dans l'histoire autrement que par un faible score du PS. Mais ça, c'est à eux de le dire, c'est pas à nous. Alors vendredi, à votre place, je recevais Ludo et Steph du collectif Osons Causer. Ils ont une question pour vous sur le processus constituant, justement, une mesure phare du projet de la France Insoumise. Que peut-on attendre d'une constituante? Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quel sera le processus? Le président de la République détient, sur le fondement de l'article 11, un pouvoir propre. C'est-à-dire, quand on dit pouvoir propre, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de contre-seing des chambres, hein. Il n'y a pas besoin de l'autorisation des chambres. Donc, tout seul, le président de la République peut convoquer un référendum de convocation de la constituante. La question, convoquez-vous l'Assemblée constituante, selon telle et telle modalité. Parmi les modalités, l'idée que ce sera des scrutins de liste nationale, paritaires, avec des obligations de représentation territoriale. Et donc, il faut se figurer qu'en octobre 2017, il y aurait l'élection des constituants. Donc, il y aura des bulletins comme ça, avec des listes par affinité politique, par projet constitutionnel. Mais on rajoute un autre bulletin qui serait le bulletin tirage au sort, afin que les citoyens puissent décider de donner leur voix à des tirés au sort plutôt qu'à des listes. Cela donnera à la fin un certain pourcentage de tirés au sort qui sera déterminé par le peuple lui-même. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Raquel Garrido d'être venue jusqu'à nous. Demain, je recevrai l'historien et essayiste Dominique Vidal. Vous avez une question pour lui? Oui, cher Dominique Vidal, quelle est votre opinion sur la question du monopole de l'usage de la force qui aujourd'hui est réservé aux Nations Unies, au Conseil de sécurité? Est-ce que pour vous, ce monopole a encore, doit être préservé? Et comment le faire valoir aujourd'hui en 2017? Alors, je vous poserai la question. Merci beaucoup Raquel Garrido. Merci.